Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette 33e session des Jeudis Onco-Occitanie qui va être consacrée aujourd'hui au retour à domicile d'une personne isolée. Tout d'abord, un grand merci à Onco-Occitanie d'organiser ces jeudis et particulièrement d'avoir accepté ce thème qui touche particulièrement les personnes vulnérables probablement, et c'est une thématique qui nous tient bien à cœur. Donc le déroulé sera consacré d'abord à une présentation de finalement qui sont ces patients, et puis nous aurons la place des DAC et de l'hospitalisation à domicile dans la prise en charge de ce patient isolé. Et puis nous aurons après un temps d'échange avec vous. Je redis que vous n'hésitez pas à mettre dans le chat les questions que vous avez au fur et à mesure, parce qu'on pourra les reprendre à la fin, et ça permet d'éviter d'oublier la question que vous auriez eu envie de poser au moment J. Voilà. Donc je remercie les oratrices qui vont se présenter au fur et à mesure, si elles veulent bien démarrer le diaporama. Alors, bonjour à tous. Vous n'allez pas nous voir, je suis contrainte de couper la caméra pour que vous m'entendiez le mieux possible. Donc, moi, je suis Florine Lahaye, je travaille au DAC dans les Hautes-Pyrénées. Je suis donc coordinatrice au DAC et de formation assistante sociale. Donc, en travaillant le sujet du patient atteint d'un cancer qui sort d'hospitalisation en lien avec le DAC et l'HAD, on s'est d'abord posé la question vraiment de savoir de qui on parlait, qui était ce patient dont on allait parler tout au long de ce webinaire, et de reposer un petit peu le contexte. Donc voilà, ça va être la petite présentation sur qui est ce patient et surtout quels sont les impacts sur la sortie d'hospitalisation et ensuite sur le domicile en lien avec les dispositifs DAC et HAD. Donc, pour le contexte, on est reparti sur un petit peu la notion d'isolement. Sachant qu'en France, 13% donc, de la population souffre d'isolement social, ce qui fait environ 7 millions de personnes. Ça, ce sont les dernières données que nous avons de cette année, ce qui représente quand même une bonne partie de la population. L'isolement, qu'il soit subi ou choisi, on peut retrouver différentes formes d'isolement, donc social ou familial. Là, on parle vraiment du patient qui va se retrouver généralement seul au domicile, sans famille, sans conjoint, sans enfant, sans entourage, et ou sans vraiment de lien amical, de rupture de lien total, sachant qu'on a mis un petit bémol et une précision sur le fait que vivre en couple, donc avoir un conjoint, ne signifie pas forcément ne pas être isolé. On peut être isolé même à deux. Ensuite, on va parler d'isolement davantage géographique par rapport au lieu d'habitation principalement. Donc, est-ce que nous sommes en zone rurale, urbaine? Est-ce qu'il y a de la mobilité, accès au transport, aux services? Et ensuite, l'isolement qu'on a appelé donc l'isolement psychique par rapport plutôt au ressenti qu'un patient peut avoir, donc qui va souffrir de cet isolement si cet isolement est subi, puisqu'on a vraiment distingué le fait qu'il soit subi ou choisi, et que cette souffrance et cet isolement pouvaient être aussi liés, et principalement là dans notre sujet, au fait d'être atteint d'un handicap ou d'une maladie, que ça renforçait vraiment, ça pouvait renforcer en tout cas ce sentiment d'isolement et cette souffrance psychique, voilà, qui est la conséquence de cet isolement. On peut changer de slide, merci. Donc, on est également parti sur les différentes formes d'isolement qu'on peut retrouver. Donc, on s'est appuyé sur le guide CNSA, Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, parce qu'on voulait mettre en avant donc, le fait qu'il y avait plusieurs formes d'isolement, mais surtout qu'on pouvait retrouver cet isolement dans différentes dimensions et que forcément, si on cumule les différentes formes d'isolement, plus on cumule, plus la situation sera complexe et difficile, enfin en tout cas un petit peu plus complexe à accompagner aussi. Donc les dimensions, on peut retrouver par rapport à l'habitat, la mobilité, la situation économique, financière, administrative par rapport à l'accès aux droits, les relations sociales et l'accès à la culture et aux loisirs.
Donc, c'était pour rappeler que si on prend chacune de ces dimensions séparément, on ne va pas forcément parler d'isolement, mais si on les met en corrélation et qu'on cumule plusieurs problématiques dans ces dimensions-là, c'est là que la situation va se complexifier, qu'on va vraiment parler d'un patient isolé, qu'on va avoir du mal à répondre à toutes les problématiques et à tous les freins, notamment dans la sortie d'hospitalisation qu'on va évoquer par la suite. Donc, après avoir fait un petit focus sur la notion d'isolement, on s'est recentré sur le patient vraiment atteint de cancer qui rentre à domicile, puisque si on prend en plus des différentes formes d'isolement et des problématiques rencontrées chez un patient, on lui rajoute une pathologie cancéreuse, ça va impacter, en tout cas, majoritairement, dans la majorité des cas, un petit peu tous les aspects de sa vie. Donc, l'annonce de la maladie en elle-même ne va pas forcément créer un risque d'isolement, mais peut engendrer. Et si la personne ne se sentait pas isolée avant l'annonce de la maladie, peut le devenir. Et si c'était le cas avant qu'il y avait un problème rencontré en termes de mobilité, de lien social, etc., la maladie va venir renforcer cette situation d'isolement qui existait déjà auparavant. Donc, si on repart sur la question de qui est ce patient atteint de cancer qui rentre à domicile, on s'est dit aussi que dans le profil de patient qu'on va retrouver, on va parler du patient qui veut rentrer chez lui, parce qu'on on s'est posé la question sur si le patient ne souhaite pas rentrer, ça va complexifier la sortie d'hospitalisation et en tout cas tout ce qu'on va pouvoir mettre en place à domicile. Donc là, on est parti du principe que là, on parlait d'un patient qui voulait rentrer chez lui. Le patient stabilisé qui ne nécessite plus de soins en milieu hospitalier et le patient à différentes phases de la maladie, donc pas forcément à l'annonce du diagnostic, mais aussi jusqu'à la phase palliative et jusqu'à les différentes phases de la maladie. Donc ça, c'est vraiment toutes les types de patients, la typologie du patient qu'on peut retrouver et de qui on va parler dans ce webinaire, en tout cas sur qui on s'est appuyé au niveau du profil. Là, je vais passer la parole à ma collègue pour poursuivre ce webinaire. Je te laisse te présenter. Enchantée, du coup, je suis Gaëlle Mouchet, donc assistante sociale sur le service d'hospitalisation à domicile des Hautes-Pyrénées. Du coup, pour poursuivre effectivement la présentation de ce patient qui rentre à domicile, on a souhaité évoquer la notion d'anticipation. Bien souvent, la question du retour à domicile se pose au moment où le patient est sortant du service. Or, lorsque ce retour nécessite une organisation spécifique, il peut arriver que deux temporalités se posent. L'urgence de la sortie d'hospice, parce que il y a nécessité de libérer des lits, en tout cas voilà, et qu'il n'y a plus de notion de soins complexes nécessitant une hospitalisation. Et la lenteur des démarches administratives qui peuvent être nécessaires à ce retour. Voilà pourquoi il nous a semblé important de préciser que repérer le plus tôt possible ces situations d'isolement et de fragilité pouvait être primordial afin de pouvoir solliciter le service social hospitalier le plus tôt possible et d'anticiper, de préparer ce retour. Ce repérage, comment on peut le faire? Alors, on évoque là deux outils existants, le score EPICES et la fiche de détection de la fragilité sociale de l'INCa, qui sont en fait des fiches pratiques, toutes les deux constituées sur la base de 11 et 12 questions, voilà, qui vont venir un petit peu questionner le patient sur des facteurs objectivables et subjectifs, notamment des questions d'âge, d'environnement socio-familial, mais aussi de lien social. Voilà, ces scores-là permettent de repérer de façon anticipée une éventuelle situation d'isolement
et ou de fragilité, puisqu'on a vu que les deux pouvaient être liés. Bien évidemment, cette liste-là d'outils n'est pas exhaustive. Il arrive même d'ailleurs que certains services constituent leurs propres outils, l'essentiel étant bien entendu que ces outils-là soient communément utilisés par le service et conformes et adaptés en tout cas au fonctionnement des professionnels. Ainsi, le repérage d'éventuels facteurs d'isolement peut se faire dès le début du parcours de soins. Comme on disait tout à l'heure, la situation d'isolement, elle peut être préexistante à l'annonce de la maladie, mais on sait aussi que la maladie peut créer, voire renforcer cette situation d'isolement. Dans certains cas, donc, ce peut être un frein au retour à domicile, d'où toujours l'intérêt de faire intervenir le service social sur chaque repérage ou chaque situation repérée, puisque chaque situation est unique. Les missions, du principal du service social étant l'évaluation des besoins pour favoriser le retour et le maintien à domicile et le lien avec les partenaires extérieurs, sociaux et sanitaires. Donc c'est ce lien ville-hôpital qui s'axe vraiment au cœur des missions du service social hospitalier, entre autres en tout cas, tout cela basé sur l'évaluation de la situation du patient dans le cadre d'un accompagnement global qui se fait à l'intérieur des murs de l'hôpital et qui va se poursuivre à l'extérieur. Plus le retour à domicile est anticipé et préparé plus tôt et solliciter le service social dans la prise en charge, plus la levée des freins éventuels sera possible et facilitée. Car le parcours de soins du patient s'inscrit dans un cheminement qui s'accompagne d'autant plus lorsque la personne est déjà confrontée à une situation d'isolement que la maladie peut ou va probablement renforcer. Bonjour, du coup je suis Rachel Sabatier, je suis coordinatrice au DAC 65 et j'ai une formation d'infirmière et une expérience en tant qu'infirmière au préalable. Je vais vous raconter un petit peu ce que c'est le DAC assez rapidement. Donc du coup, le DAC c'est dispositif d'appui à la coordination. L'idée, c'est de venir donc en appui à tous les professionnels du domicile et de favoriser du coup la coordination et la coopération des professionnels du domicile autour de situations qu'ils ressentent complexes. On intervient du coup au niveau des publics de tous âges et de toute pathologie. Le DAC 65 couvre l'ensemble du territoire des Hautes-Pyrénées. C'est aussi le cas dans d'autres départements où il peut y avoir un, voire plusieurs DAC par département, mais l'ensemble du territoire est couvert. Au niveau de notre équipe, nous plus spécifiquement au DAC 65, on est une 10 coordinatrices de parcours, dont une qui est uniquement à la réponse téléphonique, qui va donc se charger de récupérer tous les appels que l'on reçoit et également aussi toutes les demandes qui peuvent arriver par mail. On va étudier du coup ces demandes et après on fera après l'échange téléphonique qu'il y aura soit donner une information par rapport à la situation, réorienter sinon vers un autre dispositif ou sinon mettre en place un suivi d'appui à la coordination vraiment sur le terrain. Donc, je reprends au niveau de l'équipe. Donc, les 10 coordinatrices, celle de la réponse téléphonique, une responsable d'équipe, une chargée de projet et tout un tas de fonctions support parce que notre DAC, nous spécifiquement, est porté par une structure qui s'appelle RESAPI. Donc, nous pouvons mutualiser effectivement tout ce qui est fonction support. Ça, c'est spécifique à notre DAC. Les autres DAC peuvent fonctionner autrement. Donc, à quoi je sers et qu'est-ce que je propose? Donc, l'idée des DAC, c'est de venir vraiment en soutien aux professionnels sanitaires, sociaux et médico-sociaux du territoire, mais tout en respectant un principe de subsidiarité. Donc, on ne se substitue pas aux missions des autres professionnels. On vient vraiment en appui pour faciliter la coordination entre les différents acteurs.
Donc, les différentes missions que nous avons, donc c'est un petit peu ce que je vous évoquais tout à l'heure. Cette mission d'information et d'orientation, c'est-à-dire concrètement, quand les professionnels nous appellent, on discute de la situation, on va réfléchir avec eux s'il y a déjà un partenaire sur le territoire qui pourrait répondre à leurs demandes. Éventuellement, si c'est un petit peu plus complexe, on peut effectuer nous-mêmes l'orientation en allant contacter du coup ces partenaires, leur présenter la situation et faire le lien avec le professionnel. Dans un autre cas, situation beaucoup plus complexe, il faut au moins qu'il y ait une problématique sanitaire pour que nous intervenions. Dans ces cas-là, on va venir directement en appui à la coordination. Donc, ça peut se formuler de deux façons. Soit on va rester en coordination téléphonique si ça permet et si c'est suffisant à solutionner la problématique. Sinon, on peut également se déplacer directement au domicile de la personne pour effectuer une évaluation multidimensionnelle autour de la personne et ensuite, du coup, se mettre en lien avec les différents partenaires du territoire nécessaires à améliorer la situation de la personne. Dans nos autres missions, on fait également du coup de l'animation et de la structuration des parcours de santé. Et ensuite, on a aussi pour rôle d'observer et d'analyser les ruptures de parcours. Donc, c'est-à-dire qu'au cours des les partenaires, quand ils vont nous interpeller, on va parfois identifier que la personne qui nous oriente a une rupture de parcours qui n'est pas due simplement à son refus à elle, mais bien à un dysfonctionnement, quel qu'il soit, au niveau du territoire. Donc, nous avons pour rôle d'analyser ces ruptures de parcours et ensuite de les faire remonter aux ARS. Au niveau des modalités d'action, donc comment on va intervenir, quels sont nos outils? Donc, je vous ai parlé effectivement de la coordination par téléphone, qui peut être très efficace dans certaines situations, donc faire le lien entre à la fois les partenaires, mais aussi les intervenants auprès de la personne, les enfants, les voisins, n'importe quel proche de la personne, et les mettre en lien effectivement aussi avec les professionnels. Si ce n'est pas suffisant, on peut également se déplacer à domicile, faire des visites à domicile pour mieux comprendre la situation, évaluer précisément la situation ou également créer un lien de confiance avec la personne et ou son entourage. Dans tous les cas, on va effectuer une évaluation multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'on va évaluer l'ensemble des aspects qui composent la vie de la personne. On va évaluer donc, on va prendre en compte son histoire, on va prendre en compte les personnes qui sont prêtes à intervenir autour d'elle, les voisins, les amis, les proches, les personnes en qui cette personne aura confiance et sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer. Il va également, du coup, y avoir dans notre évaluation peut-être l'état du domicile, s'il faut intervenir sur une adaptation du domicile. Par exemple, on va pouvoir rechercher les partenaires qui existent sur le territoire pour adapter ce domicile en fonction des besoins de la personne. On va également, parfois, dans certaines situations, il est nécessaire de prendre en compte beaucoup les animaux domestiques qui peuvent freiner, par exemple, la nécessité d'une cure, d'une hospitalisation ou d'une entrée en établissement. Donc, c'est aussi un élément qu'on va prendre en compte. On va vraiment essayer d'être vraiment global pour comprendre quels sont les freins de cette personne pour pouvoir accéder aux soins dont elle a besoin. Suite à cette évaluation, donc du coup, on va en tirer une synthèse des besoins de la personne et aussi de ses forces, des leviers d'action qu'elle peut avoir autour d'elle. Et on va réaliser un PPCS, donc un plan d'action en gros, où on va avoir différents objectifs pour améliorer la situation de la personne. Dans d'autres situations, il peut être nécessaire de faire des RCP, c'est-à-dire des réunions de concertation pluriprofessionnelle.
lorsqu'il y a beaucoup d'acteurs sur une situation qui peuvent avoir du mal à communiquer et à se mettre en lien ou à travailler ensemble. Nous, on a un regard qui est un peu plus neutre par rapport à la situation. Donc, on peut réunir les professionnels pour discuter de la situation et de qui va faire quoi. De se mettre d'accord, de mettre ensemble que le plan d'action soit vraiment commun. Pour nous solliciter, alors c'est nous au niveau du DAC 65, mais voilà, chaque DAC aura sa procédure pour être sollicité, mais de toute façon, c'est facile de trouver les DAC à partir du moment où vous allez sur Internet, vous tapez DAC et le numéro du département que vous recherchez, vous aurez facilement accès à un site Internet qui vous indiquera voilà, les jours où ils sont disponibles. Hein. Tous les DAC ont des permanences, les horaires varient un petit peu, mais en gros, c'est de 9h à 17h. Il y a aussi également toujours une fiche de sollicitation que vous pouvez renvoyer par mail. La seule exigence que nous avons au niveau des DAC, c'est que la personne doit être informée de cette sollicitation. Alors, elle n'est pas forcément d'accord. Donc, nous, au niveau du DAC, on essaiera effectivement de travailler un petit peu l'adhésion de la personne. Après, si on n'y arrive pas, on n'y arrive pas, mais on essaiera tout de même. Mais par contre, il est indispensable qu'au moins le professionnel qui fait la demande au niveau du DAC ait informé la personne. Voilà, qu'elle sache que le DAC va la recontacter à un moment donné pour essayer de solutionner sa situation. Voilà, donc les petits trucs en plus au niveau des DAC, donc on essaie d'effectuer du coup des accompagnements très personnalisés. On fait du coup on est le lien entre les problématiques sanitaires et sociales qui s'entremêlent et qui du coup gênent en général les prises en charge. Nos évaluations du coup qui sont multidimensionnelles et vont permettre du coup cet accompagnement personnalisé et le plus global possible de la personne en prenant en compte vraiment toutes les facettes de la personne et de sa vie. Donc notre position neutre pour la réalisation de RCP, hein, je pense notamment à des exemples où qui va faire la toilette de cette personne, est-ce que ça va être ça va relever d'un SAD, est-ce que ça va relever de l'HAD, est-ce que ça va relever d'un SIAD, est-ce que ça va relever d'un infirmier libéral? On peut effectivement mettre les différents partenaires autour d'une table pour chercher une solution de qui va faire la toilette, alors que les 4 dispositifs que je viens de vous citer peuvent effectuer certains types de toilettes en fonction des contextes. Donc voilà, nous, on va pouvoir effectivement mettre ces professionnels autour de la table et un petit peu rechercher pour remettre effectivement le besoin de la personne au centre. Donc ensuite, le travail en coopération avec les partenaires, voilà, c'est tout ce que je vous ai décrit. Donc on est vraiment en lien avec les différents partenaires du territoire où on y travaille et on retravaille vraiment cette coopération interpartenaire. On va également, du coup, comme je vous disais, au niveau des parcours, des différents parcours. Donc, on travaille à la structuration et au maillage du territoire pour vraiment qu'il y ait des parcours avec le moins d'embûches possible sur le territoire et retracer, voilà, un tel patient qui a telle pathologie, par quoi il peut passer, par quelle structure, quel dispositif il pourrait avoir besoin. Donc, on essaie de travailler à cette structuration des parcours et à ce maillage territorial. Et enfin, ce que je vous ai également parlé tout à l'heure, c'est notre rôle d'observatoire des ruptures de parcours. Merci. Merci Rachel. Je pense que là maintenant, on va pouvoir passer la parole à Laetitia. Je vais donc avancer sur la présentation. Merci. Bonjour à tous, donc je suis Laetitia Bernadou, je suis directrice de Béziers HAD, mais également déléguée régionale pour la Fédération des HAD en Occitanie. Donc, les établissements d'HAD sont des établissements sanitaires. L'hospitalisation à domicile s'inscrit aujourd'hui comme un acteur majeur du parcours en cancérologie. Elle permet d'assurer au domicile du patient des soins complexes et coordonnés en alternative à une hospitalisation conventionnelle. Donc, plus précisément dans le parcours oncologique, elle permet la réalisation des traitements anticancéreux à domicile,
L'HAD intervient directement dans l'administration des traitements, des chimiothérapies, selon les protocoles validés et si on s'assure que les conditions de sécurité sont rassemblées, des thérapies ciblées et des immunothérapies, mais aussi de l'hydratation, des transfusions et traitements associés au traitement du cancer. L'objectif étant de limiter les déplacements fatigants vers l'hôpital, d'améliorer la qualité de vie et de maintenir le patient dans son environnement familier. L'HAD, pour ce faire, travaille en lien étroit avec les équipes hospitalières, les oncologues, les pharmacies des PUI, pour garantir la sécurisation du circuit du médicament. Elle permet aussi, donc si le traitement oncologique est administré en hôpital de jour, le patient peut être admis en HAD pour la surveillance et le suivi des effets secondaires. Donc, l'HAD joue un rôle clé dans la surveillance post-chimiothérapie en surveillant les effets indésirables tels que les neutropénies, les nausées, les mucites, les douleurs, par une évaluation régulière de l'état général, une adaptation des soins en lien toujours avec l'oncologue prescripteur et également par l'éducation du patient sur les signaux d'alerte et l'observance. Là aussi, l'objectif étant une détection précoce des complications, une réduction des réhospitalisations non programmées et des passages aux urgences inadaptés et une meilleure sécurisation dans le parcours du patient. Avec l'HAD, la prise en charge est également globale grâce à l'accès aux soins de support. L'HAD propose la prise en charge de la douleur avec l'administration de traitements par techniques telles que PCA ou perfusion complexe ou produits de la réserve hospitalière. Elle permet également la mise en œuvre des soins palliatifs, l'accompagnement du patient et de sa famille psychologique mais aussi sociale, le suivi nutritionnel par des diététiciens, les professionnels de la réadaptation, kinésithérapeutes, ergothérapeutes et éducateurs en activité physique adaptée. Et elle coordonne tout ça avec les professionnels libéraux du territoire. Donc, pour faire le lien avec la thématique d'aujourd'hui, quelles sont les limites de l'HAD lorsque on prend un patient porteur d'une pathologie cancéreuse et qui est isolé à son domicile. Donc, malgré tous ces atouts, l'HAD présente ses limites. Donc, pour ces patients en situation d'isolement, l'HAD donc peut intervenir, mais dans les cas d'absence d'aidant ou de relais à domicile, il faut absolument que le patient soit en capacité de donner l'alerte et que les conditions de sécurité du domicile soient rassemblées. C'est vrai que l'HAD repose surtout sur un environnement sécurisant et c'est un environnement qui peut être fragilisé chez ces patients. Pour répondre à ces limites, et c'est bien pour ça que nous sommes réunis sur ce webinaire, nous collaborons avec le DAC et l'articulation de l'HAD avec le DAC permet la co-construction d'un projet de soins, la sécurisation du maintien à domicile par justement l'anticipation des situations de rupture et le soutien renforcé pour ces patients isolés. Cette collaboration permet d'élargir les indications de l'HAD, même dans des contextes complexes. On s'adapte vraiment à chaque situation. Pour moi, c'est terminé. Je pense qu'on peut passer maintenant à la présentation de cas concrets pour illustrer nos propos. Du coup, Merci effectivement. beaucoup. Pardon, Vas-y, Nathalie. Gaëlle. Oui, du coup, pour illustrer un petit peu ce qui vient de vous être présenté, on a souhaité voilà, illustrer cette présentation par un cas concret, réellement, enfin, qui a été réellement accompagné par la structure, par les structures d'HAD et du DAC. Voilà. Donc, il s'agit, pour présenter un petit peu la situation,
de Monsieur D. Donc, c'est un patient âgé de 52 ans qui est célibataire sans enfant, qui vit seul, qui est bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé, qui n'a pas de complémentaire santé. Pour lequel on diagnostique en octobre 2020 un cancer épidermoïde de la langue avec une intervention chirurgicale qui a lieu quelques mois plus tard pour une glossectomie subtotale avec reconstruction, une pose de trachéotomie, une nutrition artificielle sur sonde nasogastrique, avec un passage en réanimation en post-opératoire durant lequel il y aura un épisode de délirium tremens. Ce monsieur donc est opéré en janvier, il rentre à domicile début février. Avec un prestataire médical pour la gestion de la nutrition, enfin pour la livraison de la nutrition, et des IDEL, donc des infirmiers libéraux qui ont été sollicités pour 2 passages par jour pour gérer cette nutrition entérale. En fait, l'HAD est appelé quelques jours après son retour à domicile par le médecin traitant du patient, car les infirmiers libéraux sont en difficulté au domicile. Ils ne peuvent pas poursuivre les soins dans un contexte de précarité, d'isolement important. En effet, ils font face à un logement inadapté, encombré, avec une impossibilité de mise en place de matériel médicalisé, un manque d'observance du patient sur les soins requis, une alcoolisation quotidienne et un refus catégorique d'hospitalisation du patient. L'HAD décide de se mettre en place à la demande du médecin traitant et au vu de la situation complexe, avec pour motif de prise en charge nutrition entérale et prise en charge psychosociale. L'intérêt qu'on trouvait de vous présenter cette situation, c'est que on est là sur vraiment une situation complexe et à la limite un petit peu de ce que vous présentez, Laetitia, sur les limites de l'HAD à domicile. Voilà. Pour autant, donc, on est là sur un patient qui ne communique que par une ardoise et un téléphone portable via des SMS, qui conserve des capacités de mobilité et de motricité restant satisfaisantes et lui permettant une autonomie dans les actes de la vie quotidienne. C'est un patient qui n'a pas de personnes ressources identifiées, un réseau relationnel peu présent, voire inexistant. Par contre, un souhait de maintien à domicile assez fort et une acceptation de mise en place de l'HAD. Ce patient, l'HAD va l'accompagner durant 2 mois à domicile au niveau de la prise en soins, avec la mise en place de passages infirmiers de l'HAD 2 fois par jour en relais du cabinet infirmier qui n'a pas pu poursuivre la prise en soins. Donc pour la gestion de la nutrition notamment, avec un patient qui très rapidement refuse la proposition de traitement curatif oncologique, à savoir radiothérapie et chimiothérapie concomitante, qui bascule donc assez rapidement dans une prise en charge de soins de confort et palliative exclusive. Ce monsieur acceptera la pose d'une gastrostomie percutanée endoscopique, une GPE, en remplacement donc de la nutrition par sonde nasogastrique, qui permettra de sécuriser déjà un petit peu plus le domicile au niveau des soins de nutrition et aussi de pouvoir envisager de travailler une éducation thérapeutique du patient sur la gestion d'une partie de ses traitements. Au niveau social, c'est un patient pour lequel on a ouvert des droits C2S, donc de complémentaire santé solidaire, rétroactif, afin de couvrir une partie des frais liés à l'hospitalisation qui a eu lieu avant son retour à domicile, ainsi que l'ouverture de droits pour de l'aide à domicile pour quelques courses et l'entretien du logement. Accompagnement social qui s'est fait qui a été adapté aux souhaits du patient, puisque voilà, il a parfois fallu négocier un petit peu la mise en place de certaines choses, mais qui ont quand même été acceptées.
Au niveau du coup de la prise en soin, on était sur une prise en soin HAD assez complexe, hein, avec un manque ou une difficulté d'alliance thérapeutique, des difficultés d'intervention des soignants à domicile, avec un manque d'observance du patient, des absences lors des passages de soignants, parfois ce qu'on pourrait appeler du refus de soins. On arrive là un petit peu à ce que Rachel vous décrivez dans le cadre de rupture de parcours en fait, hein. Donc l'HAD a anticipé au maximum cette situation avec une éducation du patient à la gestion de la nutrition et avec un patient qui reprenait petit à petit une prise alimentaire péros par voie orale, lui permettant à un moment donné, avec évidemment en coordination avec le diététicien, d'envisager un arrêt de la nutrition artificielle et une reprise d'alimentation suffisante. Devant, malgré tout, le manque d'adhésion au projet de soins du patient avec des absences de plus en plus fréquentes et des demandes réitérées de limiter le passage des soignants, voilà, il y a une décision qui a été prise de stopper l'intervention de l'HAD et de mettre en place un relais vers le DAC pour pouvoir poursuivre la coordination médico-sociale. Donc, ce relais s'est fait au mois de mai de cette même année avec la mise en place du DAC et l'arrêt de l'HAD. Je passe la main du coup à Florine qui va vous présenter l'intervention du DAC dans cette situation. Voilà, pour poursuivre sur donc, la même situation et le relais qu'il y a eu de fait au niveau du DAC. Donc, ce patient, l'idée, c'était donc, patient très isolé, de ne pas le laisser sans intervenant, sans relais, enfin, qui nécessitait vraiment une coordination médico-sociale assez importante. Donc, concrètement, au niveau du DAC, ce qui a été fait et poursuivi pendant plusieurs mois, ça a été la coordination avec le médecin traitant. Donc, pour essayer de poursuivre quand même la recherche d'un cabinet infirmier qui a finalement été trouvé 2 semaines plus tard, mais aussi par rapport au renouvellement d'ordonnances, voilà, un lien assez étroit avec le médecin traitant sur et les ordonnances et le suivi médical. Une coordination au niveau social avec les partenaires, donc principalement Maison départementale de la solidarité et CPAM, bon, les acteurs, les assistants sociaux, en fonction des départements, ça a des noms différents, mais par rapport à des demandes d'aide financière exceptionnelles pour pallier un petit peu aux dettes qu'il a pu avoir par rapport au forfait journalier, aux factures d'énergie, la poursuite aussi de son ouverture de droit par rapport à la complémentaire santé solidaire. Voilà, l'idée, c'est vraiment de faire ce lien et avec les professionnels de santé et les professionnels sociaux, et également avec la pharmacie de ville pour mettre en place un suivi au niveau des traitements, puisque ce monsieur donc ne pouvait pas s'y déplacer. Donc, le lien a été fait à la fois pour récupérer les ordonnances et aussi au niveau logistique pour récupérer les traitements et lui ramener à domicile. Nathalie, voilà, merci. Donc, cette coordination un petit peu à tous les niveaux et donc il a nécessité plusieurs visites à domicile. Tout ça se faisait à distance pour le lien avec les partenaires, mais aussi en lien avec monsieur, avec des visites récurrentes. Cette coordination a permis à monsieur de rester à domicile comme il le souhaitait, mais les limites vraiment de cet isolement très important et de tous ces freins ont fait qu'il y a quand même eu des limites de posées malgré l'accompagnement du DAC. À un moment donné, donc la situation médicale a nécessité un lien avec l'équipe mobile de soins palliatifs, qu'on a sollicité au niveau du DAC pour pouvoir renforcer d'origine le maintien à domicile. Mais finalement, ce lien a permis surtout de faire le lien avec un établissement hospitalier, de faire une demande d'hospitalisation à la demande de monsieur qui était d'accord, et qui est parti finalement sur l'unité de soins palliatifs de notre département et qui est décédé en établissement sans revenir à domicile. Voilà, donc l'idée vraiment de
travail de ce lien entre l'HAD et le DAC qu'il y a eu pour cette situation, mais pour d'autres, c'est de vraiment dans l'intérêt du patient, en lien avec son projet, le maintien qui est donc le maintien à domicile, sinon nous n'aurions pas d'intérêt à être en place. Mais c'était vraiment pour vous montrer aussi les limites qu'il peut y avoir sur le domicile et là, la nécessité qu'il y a eu de le faire hospitaliser au final. Voilà. Je pense qu'on a fini, Nathalie, sur le diapo. Si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. Merci Je vais beaucoup. arrêter le partage d'écran. Merci beaucoup pour cette présentation. Vous avez choisi un cas bien isolé et aussi particulier par la difficulté d'adhésion au projet thérapeutique, puisqu'un refus de traitement complémentaire qui était proposé. Donc, une situation particulière, mais effectivement qui illustre bien une grande difficulté. Je laisse la place aux questions. Donc, j'avais déjà mis un petit mot dans le chat pour dire n'hésitez pas à poser des questions. Et il y en a une, mais là, je le redis verbalement, n'hésitez pas à écrire vos questions ou à lever la main. Du coup, je ne sais pas qui a un œil sur les personnes qui auraient levé la main. Je ne vois pas, mais comme on n'a pas toutes les pages d'affichés. En principe, quand les personnes lèvent la main, ils apparaissent quand même sur la barre en haut là. D'accord, Donc, ok. pour l'instant, je pense que personne n'a posé de questions. Et sauf sur le chat, quand même. Il y a quelqu'un qui Oui, a une question dans le chat. Oui, il y a une question. Sollicite le La DAC question- pour un retour. Oui, j'espère que vous m'entendez bien. Donc la question qui est concernant les professionnels qui sollicitent le DAC, y a-t-il un retour qui est fait sur les actions entreprises? Donc oui. Alors effectivement, ça va être dépendant de chaque DAC et je dirais même dépendant de chaque professionnel, de chaque coordinateur DAC. Mais effectivement, on est censé faire un lien avec les personnes qui nous sollicitent. Nous, on les rappelle systématiquement pour refaire un point sur la situation et effectivement leur dire voilà, où on en est, qu'est-ce qu'on a prévu de mettre en place et discuter de la situation ensemble. Donc, oui, il doit y avoir un retour et même un lien en fonction de la situation qui peut être durable dans le temps, quoi. J'en profite sur cette question, mais il n'y a pas de formalisation écrite, il n'y a pas de compte-rendu qui est adressé. Oui, non, effectivement, il n'y a pas. Non, c'est plutôt par appel que ça se fait. Et pourquoi, de fait? Et je pousse la question jusqu'à la visite à domicile. C'est-à-dire que si vous faites une visite à domicile, est-ce qu'il y a un compte-rendu qui peut être qui est réalisé et qui peut être envoyé aux personnes qui ont demandé? Alors en fait, on fait effectivement un compte-rendu dans notre outil informatique. Donc au niveau de la région Occitanie, c'est l'outil Spico qui est utilisé. Et c'est une volonté de l'ARS que les partenaires utilisent cet outil et du coup qui permet un partage d'informations entre les professionnels. Donc toutes les informations qu'on va récupérer sur la personne, on va les rentrer dans cet outil et on va pouvoir les partager de façon sécurisée avec les partenaires. Super, merci pour ces réponses à cette question. D'autres questions sont apparues. Donc, Sophie Charlot demande si une infirmière de coordination peut demander une première prise en charge au DAC ou si c'est seulement un médecin traitant. Alors, tout le monde peut demander au DAC. Chaque professionnel de terrain peut nous appeler pour discuter d'une situation. Ça peut être les assistantes sociales, les infirmiers au domicile, un service d'aide à domicile qui est en difficulté avec une personne peut nous appeler et on va discuter de la situation, prendre connaissance de la situation et aider au mieux. On n'a pas du tout besoin que ce soit les médecins traitants qui nous sollicitent. Et ça, c'est valable pour tous les DAC. Après, les différences qu'il peut y avoir au niveau des sollicitations, certains DAC,
comme en tous les cas le nôtre en Haute-Pyrénées, on préfère que ce soit directement les professionnels qui nous appellent ou encore mieux, qui remplissent une fiche de sollicitation écrite et on les recontacte ensuite. D'autres DAC s'orientent vers, ils ont des réponses téléphoniques qui sont plus importantes avec beaucoup plus de professionnels derrière le téléphone et donc ils reçoivent aussi tous les appels des personnes, même des civils, quoi, si j'ose dire. Les gens appellent professionnels ou civils pour voilà, informer. On peut avoir des personnes, bah voilà, ma voisine, il me semble qu'elle perd un peu la tête, elle se lave plus, je sais pas trop si elle fait ses courses, elle a beaucoup maigri, voilà. Nous, au niveau des Hautes-Pyrénées, au niveau de la réponse téléphonique, on est un peu moins armés, donc effectivement, on va préférer que ce soit le professionnel qui voit là une situation qui nous interpelle. Alors, je rebondis pareil sur cette question. Vous avez dit que, alors je ne sais plus laquelle a dit, hein, mais qu'il fallait que le patient soit informé, mais qu'il n'y avait pas finalement besoin de son accord. Ce qui me perturbe un tout petit peu, mais et qui va dans le sens de ce que vous venez de dire, qu'un voisin pourrait appeler. Du coup, ça m'intrigue quand même. Alors, en fait, oui. Donc, le voisin qui va appeler, on va effectivement lui dire, mais est-ce que vous avez informé votre voisine que vous nous avez appelé? Si elle nous dit non, bah, on lui dira, bah, dans ce cas-là, nous, on ne va pas prendre les coordonnées de la personne, ni son nom, ni son prénom, ni son numéro de téléphone, et on ne va pas appeler la personne parce qu'elle n'est pas informée de notre sollicitation. Pour les professionnels. Elle s'arrête là, du coup, parce que vous ne pouvez pas même recueillir la déposition de cette personne. Sinon, exactement. Chez les policiers, enfin, je veux dire, à la limite. Enfin, Exactement. Oui, oui. On a besoin d'avoir, de savoir que la personne, elle est informée de la sollicitation qui est faite auprès de nos services pour pouvoir recueillir son identité et éventuellement la recontacter. Par contre, par rapport à l'adhésion de la personne, est-ce qu'elle accepte, est-ce qu'elle donne son accord? Ce qui se passe, c'est que effectivement, si la personne qui nous sollicite a réussi à recueillir le consentement de la personne, bon, elle est d'accord pour que le DAC intervienne et tout ça, on va aller beaucoup plus vite. Mais certaines personnes sont dans un refus de soins tel que bah, c'est justement ça qui fait que la personne n'est plus dans son parcours de soins et a des difficultés. Dans ce cas-là, nous, voilà, le professionnel nous informe, oui, mais madame, machin, elle refuse absolument tout, elle veut qu'il y ait personne qui intervienne chez elle. Bon, vous l'avez informée quand même que vous allez nous appeler? Oui, oui, je l'ai informée. Bon, elle n'a pas très bien compris, mais elle est d'accord pour être recontactée. OK. Donc, dans ces cas-là, nous, on va la rappeler et on va essayer de créer un lien de confiance, d'aller la rencontrer. Il y a parfois, on n'y arrive pas. Vraiment, la personne, c'est un non très ferme et très définitif. Je ne veux pas vous voir, c'est hors de question. Bon, dans ce cas-là, effectivement, on ne pourra pas aller plus loin. Mais dans certains cas, on va arriver à prendre le temps d'appeler la personne, voire d'aller la voir directement à son domicile et petit à petit de créer un lien de confiance et petit à petit d'arriver à lui faire accepter certaines choses. Ok, dernier point pour creuser encore cette question. Rapidement, les patients peuvent appeler eux-mêmes, on est bien d'accord. Et Oui. même s'il n'y a pas de, vous parliez de difficultés liées au nombre de personnes qui pouvaient recueillir des demandes, si un patient appelle, quoi qu'il en soit, n'importe quel DAC le prend en charge. Oui, enfin oui. Après, voilà, c'est que nous, ça peut nous mettre en difficulté sur des petits DAC comme le nôtre. C'est un peu plus compliqué si c'est les personnes qui nous appellent directement. On ira plus rapidement et plus efficacement si c'est un professionnel qui nous informe de la situation. Et de toute façon, ensuite, on prendra contact avec la personne. Mais on aura déjà une idée de où on veut aller et du coup, nous, ça nous permet d'être plus efficaces et de gagner du temps parce que les personnes, si elles appellent elles-mêmes, elles vont pas nous donner les éléments qui vont nous permettre de faire notre évaluation rapidement. Ça part vite dans l'émotionnel et ce qui est tout à fait compréhensible. Mais du coup, on perd pas mal de temps. Mais oui, effectivement, on n'enverra pas une personne bouler si elle nous interpelle. Mais ça nous met en difficulté. Donc voilà, quand c'est le professionnel qui est informé de la situation, on préfère
que ce soit le professionnel, même s'il n'a pas tous les renseignements, c'est pas grave. Ok. Mais au moins, on a suffisamment d'éléments pour commencer notre évaluation. Ok. Du coup, la question suivante, c'est préciser les soins de support en HAD est ouvert aux aidants des patients pris en charge. Alors, je vais peut-être y répondre, merci. Donc, pour le patient oncologique, on parle des soins de support en HAD, comme on disait tout à l'heure, kinésithérapeute, ergothérapeute, tout ce qui touche à la réadaptation avec le diététicien. Ensuite, pour les soins palliatifs, et là c'est assez particulier, nous à Béziers HAD, on a fait le choix de prendre en charge des séances de réflexologie plantaire, sophrologie, bibliographe. Je crois que je crois que c'est tout. Et ensuite, est-ce que c'est ouvert à l'entourage? Dans le cadre de l'accompagnement en soins palliatifs, oui, on peut s'adapter. On ne peut pas dire que systématiquement c'est ouvert à l'entourage et c'est ah oui, j'ai oublié socio-esthéticienne. Voilà, parce que on peut se retrouver aussi avec des demandes de pose de vernis pour l'épouse de monsieur qui est aussi fatigué. Mais si ça rentre dans l'accompagnement en soins palliatifs et que ça peut aider le patient et son entourage dans ce cadre-là, pourquoi pas? Après, je parle au nom de Béziers HAD et pas de toutes les HAD, hein. Alors, moi, je voudrais juste rebondir sur, enfin, encore une fois, creuser un peu la question. Euh, Quand vous avez mis dans les soins de support les actes de rééducation, ce en quoi je suis absolument ravie. Mais vous savez très bien que si on est en oncologie, la définition des soins de support, finalement, n'inclut pas ces professionnels. Donc, j'aurais tendance à vous demander de préciser le fait que je pense que les HAD ont-elles systématiquement des rééducateurs? De toute façon, vous faites appel à l'extérieur ou vous en avez dans vos équipes? Alors, ça va dépendre. Effectivement, ça va dépendre des HAD. De plus en plus, les HAD en ont dans leurs équipes puisqu'une spécialité d'HAD réadaptation a été créée l'an dernier. Donc, voilà, ça permet d'utiliser les réadaptateurs et pour l'achat des socles, comme on dit, et pour l'achat des réadaptations. Mais aussi, on fait appel à l'extérieur. Donc, le professionnel interne va pouvoir faire un bilan et après, il va faire appel au kiné libéral déjà présent ou sur le territoire pour continuer les séances. Et du coup, sur ce qui est des soins de support socle de l'oncologie, vous êtes obligé aussi de répondre à ces objectifs socles, c'est-à-dire le diététicien, rappelez-moi, le psychologue. La douleur, Merci. le psychologue. Il y a les trois basiques. Pour les, Ça, c'est une obligation des HAD ou pas du tout non plus, parce que finalement, ce n'est pas des rééducateurs et que ce n'est pas inclus. Alors, c'est un petit peu particulier, mais dans le guide méthodologique de l'HAD, on les retrouve dans les prises en charge soins palliatifs. Pour l'oncologie, ce que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est par rapport à l'administration des traitements, on doit retrouver le protocole, le suivi, la validation du hockey chimio. Pour le suivi des effets secondaires, on doit retrouver là aussi une surveillance des surveillances biologiques, les traitements, surveillance diététique. Et ensuite, le mode de prise en charge soins palliatifs, lui, est défini différemment. Et c'est dans ce mode de prise en charge qu'on doit retrouver la pluridisciplinarité avec les soins de support. D'accord. Bon, C'est un petit peu particulier, c'est un petit peu différent. Bon, j'arrête de creuser la question. Merci beaucoup. La question suivante, c'est tous les HAD travaillent-ils en lien avec les DAC de département? Est-ce que c'est systématique? Alors, il n'y a pas de système. On ne peut pas dire que c'est systématique, mais on incite, et là je vais parler au nom de la Fédération des HAD et de la Fédération des DAC, où déjà au niveau national ils se rencontrent et on incite justement
les deux structures à se rencontrer et à collaborer, ce qui justement permet, et encore là on a un très bel exemple, puisque au niveau 65 RESAPI, le DAC et l'HAD sont dans la même structure. Ok, c'est ce que j'ai vu en regardant qu'est-ce que c'était que RESAPI et que c'était un site en commun. Je pense qu'il y a une question verbale. Oui, il y a une question de Nadia Penas, je crois. Voilà. Mais peut-être faudrait-il répondre à la dernière question ou aux deux dernières questions qui sont apparues dans le chat avant. Non, il y en a plein. Pardon, j'avais pas Oui, et on vous Excusez-moi. laissera la parole, Madame Penas, mais Voilà, on va excusez-moi. essayer. Du coup, oui, tout à fait. Donc, sur le cas concret, il y avait de savoir si, voilà, pourquoi il avait accepté. Je les lis du coup pour savoir si on fait une commune ou pas, hein, vu le timing. Bonjour, faut-il l'accord du médecin traitant avant de vous solliciter? Donc ça, vous avez la réponse à la question. Est-ce que le département possède, tous les départements possèdent un DAC? Donc je réponds vite fait parce que c'est oui, c'est obligatoire. Moi, j'étais surprise d'apprendre qu'il pouvait y en avoir deux, mais bon, ça, ce serait la réponse à une question aussi. Par contre, on peut être une info, une orientation pour la demandeuse si pas de consentement. Ça, c'est une réponse à la question, hein. Donc, vous voulez bien répondre Au cas concret? Oui, par rapport à l'acceptation du patient sur le DAC, en fait, clairement, ce patient, la lourdeur de prise en charge médicale, en fait, posée par l'HAD n'était plus en accord avec le projet de vie, en fait, du patient, clairement. Voilà pourquoi nous, on n'avait plus de légitimité, on était aux limites dont parlait Laetitia tout à l'heure, hein, de notre intervention. Et voilà pourquoi le DAC a été tout à fait accepté par monsieur qui était quand même en demande et en acceptation d'un soutien à la coordination, hein, dans son maintien à domicile, en espérant que ça réponde du coup à votre question. Et donc, pour la question suivante, l'accord du médecin, la réponse, je pense, on ne contrarie pas, c'est qu'il n'y a pas besoin de l'accord du médecin traitant avant de solliciter. Et, il y a besoin de l'accord pour l'HAD, par contre. Pour l'HAD, mais pas pour le DAC. Oui, voilà. Voilà, et du coup, là, On peut laisser... Oui. Madame Penas. Voilà, Madame Penas, vous pouvez ouvrir votre micro et donc poser votre question. Et vous serez la dernière. Et vous serez la dernière, tout à fait. Oui, bonjour. Alors, c'était pas une question, c'était pour confirmer que l'HAD 46 travaillait bien avec le DAC 46. Voilà. Voilà. Bon, il y a une très bonne relation, ça se passe très bien. Voilà. Merci. Bon. Donc, moi, j'avais plein de petites questions, mais du coup, je ne vais pas vous les poser parce qu'on n'a pas le temps. Mais je vous remercie grandement pour cette présentation et ces discussions qui répondent vraiment à des questions pratico-pratiques de comment pouvoir organiser autour du patient le retour à domicile. Donc, un grand merci. Et bien sûr, au prochain jeudi. Au prochain jeudi qui se déroulera le 4 juin et qui aura pour thème les interventions non médicamenteuses et leur niveau de preuve. Merci beaucoup de vous être connectés au jeudi Onco-Occitanie. Au plaisir de vous y retrouver. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.